qu'on prenne le départ. Bon, il y a du monde quand même qui se connecte. Mais oui, mais oui. Vous avez, Nadine, tu as le visuel sur à peu près combien de personnes, les pics de… 41. Oh! Voilà, 41, oui. Oui. Ouais, ça rentre là. Ouais. C'est merveilleux. Hello, Joanna. Bonjour. Bonjour, Joanna. OK, alors avec Joanna qui est avec nous, we're ready to start. So, good afternoon, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Nadine Duguay-Lemay, je suis la présidente directrice générale de Dialogue Nouveau-Brunswick. Je vous souhaite la bienvenue à notre dialogue portant sur la diversité dans la sphère politique. Un sujet qui fait les manchettes ces temps-ci suite aux résultats des élections aux gouvernements locaux. For those of you watching via Facebook, please note that translation is not an available feature in Facebook Live. It is, however, available within the webinar here today. J'ai le plaisir d'animer ce dialogue aujourd'hui avec Kenza Benouna, qui est conseillère financière avec la Banque Scotia, mais pour ceux qui la connaissent dans sa vie communautaire, et c'est sous ce chapeau que j'ai eu le plaisir de la côtoyer, c'est une citoyenne engagée à tous les niveaux sur le plan d'immigration, les étudiants internationaux, la vie communautaire et j'en passe, Kenza. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps cet après-midi d'être avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci à toi, Nadine. Well, bonjour, Nadine. In acknowledgement that the land from which I'm joining you is a traditional, unceded, and unsurrounded territory of Mi'kmaq. This territory is covered by the reason of peace and friendship, which Wallace Toquick, the Mi'kmaq, the Passamaquoddy peoples first signed with the British Crown in 1725. The treaties will not deal with surrounded of lands and resources, but in fact recognize Wallace Toquick, Mi'kmaq, and Passamaquoddy, and I'm sorry if I say this wrong, title and establish the rules for what was to be an ongoing relationship between nations. I'm grateful that we can all virtually join here together today and grateful too for the first people who shared their ancestral homeland with us. I invite everyone to write in the chat from which ancestral territory they are joining us today. Super, merci beaucoup, Kenza. Donc, on behalf of Dialogue New Brunswick, I want to take this opportunity to acknowledge our commitment to the struggle against systems of oppression that have resulted in profound inequities and against the denial of self-determination rights. We are working actively to deepen our learning at an individual level, to provide learning opportunities about anti-racism and decolonization to the sector, meaning the community sector, and to develop partnerships with organizations serving and led by underrepresented groups. J'aimerais maintenant partager avec vous quelques informations au sujet du fonctionnement de cet après-midi. Tout d'abord, la traduction est disponible pour ceux qui sont à l'intérieur du webinaire. Vous n'avez qu'à activer la fonction « Interprétation » qui se trouve au bas de votre écran. Les directives sont mentionnées dans le clavardage. Comme ceci est un webinaire, il est normal que vous ne voyez pas les panélistes, que vous ne voyez que les panélistes et les animateurs, je veux dire. Vous pouvez participer activement tout au long du dialogue en commentant dans la fonction clavardage ou encore en écrivant votre question à l'aide de la fonction Q&A, qui est la foire aux questions. Il est possible de communiquer votre question à une personne spécifique ou encore à tous les panélistes. Ceci s'applique également dans la fonction clavardage, alors que vous pouvez choisir que tous les participants et panélistes voient votre question ou seulement les panélistes. Et maintenant, je passe la parole à nouveau à ma co-animatrice pour l'introduction des panélistes de cet après-midi. Merci. Avant de présenter les panélistes qui seront avec nous cet après-midi pour nous partager leur expérience et perspectives, j'aimerais au nom de Dialogue New Brunswick remercier chaleureusement René Vestillon pour avoir eu l'idée de traiter ce sujet important et de nous avoir approchés pour la tenue de ce dialogue. J'ai donc le plaisir d'accueillir René
Christian, qui est candidat politique et co-organisateur de ce dialogue, Moncef Lacroix, président du CMNB, Leila Sel, chercheur à l'Université de Moncton, Kim Chamberlain, maire de Bathurst, Paulin Blaise, candidat politique, Diani Blanco, qui est candidate politique, Kassim Doumbia, qui est maire de Chipagan, Paula Redouane, councillor in St. John, Jonah Killen, councillor in St. John, Roger Mélenchon, chef intermédiaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Se rejoindront à nous un peu plus tard l'honorable Dominique Cardi, qui est ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite Enfance. Également, quelques personnes devront nous quitter un peu plus tôt, dont Kassim, Kim et Jonah. Et se joindront à nous aussi David Kuhn, le chef du Parti vert. C'est une belle brochette et j'en mets l'emphase encore une fois. Merci beaucoup, René, pour avoir voulu parler de ce sujet très important et de vouloir rassembler tous ces gens pour partager les perspectives et les expériences vécues. So allow me to introduce the format of the dialogue today, in case this is the first time you join one of our public dialogues. Le but de nos dialogues est d'obtenir une meilleure compréhension sur un sujet et non d'atteindre la résolution. Si à la fin de ce dialogue, vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose, notre mission est accomplie. Sachez également que nous publions des rapports sur chacun de nos dialogues et que ceux-ci sont partagés avec les parties prenantes et disponibles au public via notre site Web. En ce qui concerne le déroulement d'aujourd'hui, nous allons poser des questions aux panélistes afin qu'ils et elles puissent nous situer par rapport à leur positionnement sur le fait d'accorder le droit. Oh, pardon, on n'est pas sur le droit de vote, on est sur la diversité dans la sphère politique et de parler des actions qui viendront. Sachez que René et moi avons parlé aussi que ceci était une première conversation. Parce que la diversité, c'est quand même très large. Il y a beaucoup d'angles à ceci et je pense qu'on veut démarrer une discussion aujourd'hui. Donc, ça, c'est important. Veuillez respecter, s'il vous plaît, les principes suivants qui s'appliquent dans le webinaire ainsi que sur nos plateformes des médias sociaux. Nous invitons chacun et chacune à faire preuve de respect et de courtoisie dans la publication des commentaires. Les éléments suivants ne seront pas tolérés et systématiquement effacés. Donc, des commentaires diffamatoires, abusifs et obscènes, les déclarations discriminatoires fondées notamment sur le sexe, la religion, la nationalité ou l'orientation sexuelle, et les propos incitant à la haine ou à la violence. J'aimerais maintenant inviter René et Festion à prendre parole afin de positionner notre dialogue. Merci Nadine. Je tiens tout d'abord à remercier tous les participants d'aujourd'hui d'avoir répondu favorablement à mon appel pour un dialogue sur la diversité dans la sphère politique néo-brunswickoise. Et je remercie Dialogue NB pour le soutien qu'ils m'ont apporté dans sa mise en œuvre. Nadine et ton équipe, merci beaucoup. La dernière élection municipale nous a permis d'assister à une avancée majeure avec l'élection de plusieurs candidats issus de la diversité au Nouveau-Brunswick. Donc, on peut dire qu'une porte s'est entrouverte. Et je veux dire aux candidats que je ne peux qu'imaginer la joie que vous avez ressentie lors de l'élection lorsque vous avez vu votre rêve devenir réalité et de ce fait l'acceptation de votre communauté. Donc cette avancée montre que les différents groupes minoritaires en politique sont destinés à jouer un rôle accru dans les années à venir, notamment à cause du contexte démographique du Nouveau-Brunswick. Donc, il importe plus que jamais aujourd'hui de favoriser la prise en compte de cette diversité émergente par nos institutions politiques, par nos formations politiques. C'est pour cela qu'il est important de capitaliser sur ces gains faits lors de la dernière élection municipale et d'entamer un dialogue continu sur les actions concrètes que nous devons tous et à tous les niveaux mettre en place pour voir se reproduire à nouveau d'autres gains similaires dans nos institutions politiques dans les années à venir. Ce qui, en d'autres termes, constituera un indice d'intégration pour les membres de la diversité. L'intégration est un processus bidirectionnel dans lequel les formations politiques et les groupes minoritaires doivent s'engager pour parvenir à former un tout
où chacun a ses responsabilités dans la faible représentation actuelle de la diversité. Donc le dialogue d'aujourd'hui, je l'espère, sera le premier d'une très longue série qui permettra de mettre en mouvement une meilleure représentativité dans notre sphère politique. Voilà, merci. Merci beaucoup, René, pour cette belle mise en contexte. Alors, nous commençons avec les questions. On est prêt? Faites un beau, un oui, un thumbs up. Excellent, hein, parce qu'on a un bel auditoire aujourd'hui qui ont hâte de vous entendre. Donc, la première question, elle s'adresse à ceux qui se sont présentés, donc les candidats et ceux élus, dans le fond, aux dernières élections de gouvernance locale. Et ce qu'on veut, c'est obtenir votre perspective et l'expérience vécue que vous avez eue avec ces dernières élections. Donc, dans 4 à 5 minutes chacun, si vous voulez bien vous présenter, nous partager la motivation qui vous a alimenté pour vous présenter aux élections et aussi de nous parler des freins ou obstacles que vous avez rencontrés. Donc, Kassim, comme on sait que tu dois nous quitter bientôt, nous allons commencer avec toi. On t'écoute. 4 à 5 minutes pour toi. Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Il est vrai que l'élection qui vient de se terminer a été une élection assez hors du commun, étant donné qu'on était dans un contexte de COVID. Donc, c'est certain qu'en temps normal, une élection, on fait du porte-à-porte, on rencontre du monde, on va à des assemblées, à des soupers, jaser avec des personnes. Donc, c'était un peu plus compliqué en temps de pandémie. Donc, je vous dirais que moi, durant cette élection, j'ai beaucoup misé sur les réseaux sociaux et j'ai également confectionné moi-même certains dépliants que j'ai distribués à certains groupes d'intérêt, personnes âgées en particulier. Et cette année, c'était la première pour une élection municipale dans notre communauté à Shippagan où on a pu voir l'érection de pancartes électorales. Donc, c'est de quoi qu'on voit beaucoup plus au niveau provincial, fédéral, mais c'était la première fois que dans une élection municipale, que des candidates ont décidé de mettre des pancartes un peu partout dans la municipalité pour que les citoyens puissent également voir un visage ou mettre un visage sur le nom des différents candidats et candidates qui sont présentés. Il est certain que le but, lorsqu'on va en élection, lorsqu'on décide de se présenter en politique, c'est vraiment le focus et la communauté. Donc, dans le cas ici, ce sont les citoyens et citoyennes de Shippagan où il faut vraiment canaliser tous nos efforts, voire faire développer notre communauté, la faire grandir. On parle de défis démographiques, donc Shippagan, une communauté de 2500 personnes. Donc, comment on peut s'assurer qu'on veut avoir des services qui rejoignent les citoyens sans pour autant augmenter les coûts, la taxation. Donc, ça nous prend de la population, ça nous prend des entreprises qui veulent s'établir dans notre communauté. Donc, vraiment, moi, j'ai mis l'emphase autour de 3 éléments primordiaux qui étaient vraiment la communauté, l'économique, le social. Donc, c'est pas mal ça vraiment qui a guidé ma réflexion et mon engagement pour justement, lorsque je me suis présenté au poste de maire. Les obstacles, il n'y a pas vraiment eu. On a eu des opportunités, les différents candidats à présenter notre plateforme. Donc, à la fin de la journée, c'est un choix citoyen. Il faut dire que moi, j'étais déjà assis à la table du conseil. J'étais maire adjoint de la municipalité, donc j'étais au fait des différents dossiers. J'ai pu me présenter à différentes occasions auprès de la communauté sur différents dossiers qu'on a eu à travailler au courant des 5 dernières années. Donc, j'avais déjà cette opportunité-là que les citoyens et citoyennes avaient de me connaître davantage. Il faut dire que ça fait 14 ans que je suis à Shippagan, ça fait 21 ans que je vis au Nouveau-Brunswick, ça fait 20 ans que je m'implique au sein de diverses communautés au Nouveau-Brunswick. Dans les 14 dernières années, j'ai beaucoup mis l'emphase sur Shippagan et la péninsule acadienne. Donc, j'ai également, je siège également sur différents comités à l'échelle provinciale. Donc, cela me permet d'avoir un bagage que, tant qu'à moi, je peux ramener à ma municipalité
pour justement voir à son développement. Donc, je vous dirais, c'est pas mal ça un petit peu en termes d'engagement et d'expérience vécue lors de cette élection qui vient de se terminer. Donc, rapidement, Kassim, au niveau des obstacles rencontrés, et si ce n'est pas dans le cadre de ces élections, est-ce qu'il y a 10 ans, tu en rencontrais des obstacles? Je vous dirais, pas forcément. Je veux dire, une élection, il y a différentes métriques qui rentrent en ligne de compte. Moi, je suis une personne qui est avenante. Je n'ai pas peur d'aller vers l'autre. Si il y a de quoi, je vais à la rencontre des personnes. Je vais discuter des enjeux qui les préoccupent. Je m'implique sur les enjeux qui préoccupent ma communauté. J'ai des enfants qui vont à l'école. Donc, si on parle d'éducation, je suis présent. Développement économique également, c'est une priorité. Donc, j'étais pas mal à différentes tables de discussion où on traitait d'enjeux qui touchaient la communauté. Donc, je vous dirais, je n'ai pas vraiment eu d'obstacles qui se sont présentés à moi. S'il y avait des gens qui avaient des questions, préoccupations, je les rencontrais ou m'appelaient, on en jasait. Mis à part ça, je vous dirais que je n'en ai pas eu parce que c'était mon deuxième mandat dans les 9 dernières années que j'étais sur le conseil. Non, ça a vraiment été un dialogue très ouvert avec la communauté pour justement s'assurer que tout le monde comprenne dans la direction dans laquelle on s'en va. Et à la fin de la journée, si on arrive à présenter les faits aux citoyens, citoyennes, ben, il y en a qui vont acquiescer, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais il y a une décision qui doit être prise et on va dans l'intérêt supérieur de la communauté. Super, merci beaucoup, Kassim, pour ce partage. La fille de Tracadie, issue de la péninsule acadienne, est très fière d'entendre ça. Paula, we're going to go over next to you. So the same question, so just context, who are you, motivation for running as a candidate, and have you encountered any obstacles or challenges? Thank you, Nadine. I really appreciate you inviting me today, and I have been following along and trying to encourage people to keep talking and keep the dialogue going about permanent residents having the right to vote. And I'm so sorry to do this to you, but we're hearing you very robotically. Okay. Let me see. I'll see if I can make any adjustments to volume. How are things sounding now? I think it's still the same. How about for the others? Pour les autres, c'est encore un peu robotique. Yes, it's the same thing, Nadine. Oui, c'est un peu robotique. Et puis, Roger me signale qu'il perd Ouais. régulièrement la connexion. Are you using your phone to connect? Yeah, I'm using my laptop. You're using your laptop. Okay. Parfois, ça peut être aussi le fait d'avoir les caméras, d'activer. Paula, let's try this. We'll turn off our cameras, some of us, just to see if that will help support the broadband. Okay, and I'll let you know if it's better. Thank you. Go ahead, Paula. How is it sounding now? Slightly better. Okay. I can try to switch to my phone. Or is there another area you can go? Sometimes it might also be where you're physically located right now. Parfois, s'il y a un fil Internet à brancher, ça pourrait marcher avec. Aussi. Ça aide beaucoup. Ouais, if you're able to do a direct connection too. How about Paula? So I will let you just kind of settle, find another area. Ping me when you think you want to try again. Okay, and I'll just go to another panelist in the meantime. I'm so sorry. It's important that we hear you clearly. So I want to make sure that it's going to come through. Okay, so I'll just move on to Diani en attendant. Donc Diani, on t'écoute? Oh, on t'entend pas, Diani. Vas-y. OK, c'est mieux? Oui, là, on t'entend. OK, parfait.
What technical situation, right? Non, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Thank you so much for having me here today. It was an interesting election for me. Of course, it was my first time, and I enjoyed it. It was really something that it was not necessarily last minute, and pretty much nobody was actually surprised that I was doing that. Everybody that I said like, hey, I'm doing something crazy, and I was sharing it, they were like, that's not crazy. We totally see you do that. Like, yeah, we see you do something like that. Yeah, just go for it. So personally, my motivation was to be a voice for the people that doesn't have one right now. The way that I grew up, my journey, my life experience, I didn't have that in my life. So I felt like it was time for me as an adult, as a young mother, to be a voice for other people, right? So for me, it was really important to speak up for the community that, of course, gave so much to me and my kids. And I wanted to be there and an example to the other young women, and especially Black women here in our community, to be able to say like, hey, I can do that too, right? Even if I, of course, did not win, I felt like it was such an amazing experience, not only for me, but always like it was centered into like what my kids are seeing, right? They are the future here in our community. So I wanted them to see something different. I wanted them to see that mom is really working hard into showing people what Moncton is truly like. We are a diverse community. So I feel like it's really important for people to see what's going on really in Moncton, right? And I felt like it was my time for me to speak up and say that we are here. And for the next young woman, young Black woman who is inspired, I'm just gonna say, go for it. You're gonna love it. You're gonna learn so much. You're gonna meet amazing people in your community who are thinking the same way as you are. And like I say, my kids were always a motivation for me since the beginning. They were always beside me every time. And when I say every time, that's pretty much how it is. They love that experience of meeting new people, of knowing what's going on in our community. So it was really interesting of my oldest, who is in school here in Le Sommet. He was always like sharing what was going on in the elections with his friends. So it was really interesting of seeing him like, hey, mom, I talked to my friends that you're running for city council, and they like it. They say, oh my God, this is cool. So it was really interesting for me to have my kids involved, because they need to see what's going on, who are the great leaders in our community, right? And it was really nice for me to speak on every candidates who were running and say what they run for, what they believe for, and their values. And it was interesting how my kids are seeing, okay, like we know this person believes in this, and I like that. And it was really nice to have that included in my like when I was running. Obstacles and barriers. That's really interesting. So I remember I was asked a few times the same question, and I'm the type of person like I will listen, and then after, if I hear the same thing over and over again, I want to know the reason why. So a lot of times, and I will not apologize for saying it this way, but a lot of older white males would ask me the same question. Did our current mayor push you into running for city council so it looks better on her to have a diverse council? It was interesting for me because I was like, no, of course not. I am my own person. I have a voice. I make my own decisions. So I was having a hard time understanding where that was coming from, of always asking me the same question. We want to vote for you, but we want to know if our current mayor pushed you into running. If she did, well, we're not going to vote for you. So it was always like this expectation that because I'm a woman, I'm a Black woman, and I know our current mayor, that it means that she pushed me into running. And I was not necessarily frustrated, but I wasn't understanding the reason why that was always coming, the same question. So I asked somebody,
And that person said, well, it would make sense, right? Because she would want people to think that she cares about everybody in her community. And FYI, she does. But it was interesting, having all those questions coming from older white male. I was having a hard time with that. And also another question that came all the time, and I felt like it would be an obstacle, was the people asking if my kids were gonna be a problem for me to be able to do my job as a city council. And I was like, no, they are my motivation. This is the reason why I want to run. I want to be an example to my kids. And I don't remember, again, that was a question that was coming a lot of time. Hey, how old are you? How old are your kids? Do you think you will be able to do the job currently? And then one time again, I was like, okay, this question is coming over and over again. I'm gonna ask somebody, like, why? Why are you asking me this question? And they said, well, you don't have a partner. So who's gonna take care of the kids while you're supposed to be doing your job? And I was like, so do you ask that question to the male candidates? They're like, no, because they have the wife at home taking care of the kids and doing the stuff. So I was like a little shocked. I feel like that was something for me that was like, it was hard to swallow, saying that because I'm a young mother, that it means that I cannot do my job properly and actually represent my community that I work so much and I give so much every single day, was hard to swallow. Not because you're a woman, because you have young kids, that means that you're not able to do the job. A lot of women does it every single day and they do it incredibly. So yeah, that was like the things that for me, I had an obstacle of wondering, like, would they vote for me? Because again, a lot of questions were around my age, because I have young kids. And also if the mayor pushed me to run for city council. So all the questions are no. And again, it was an amazing experience. I feel like a lot of people love what was like going on, and like a young woman, a Black woman jumping in and saying, hey, I'm here, we are here, and I want to be a voice for everybody. I feel like a lot of people love that. And I had incredible support from a lot of people. And again, for this young lady, young woman, Black woman, doesn't matter where you come from. If you're watching this, if you feel like you want to be in politics, just jump and do it. You're gonna love it. Thank you so much, everybody, for having me. Merci beaucoup. Thank you so much. Muchas gracias, Diani. It's wonderful it's wonderful for your inspiration, the message that you're leaving us today. But oh my goodness, I could unpack like everything I have just heard. But we will carry on, and I'll give an opportunity to panelists to debrief and unpack a little bit what we've just heard. Paula, we're gonna go over back to you. Let's do a sound check. Nadine, I think I'm probably okay because I called in actually just to simplify things. Anyway, so you can hear me okay. We can hear you perfectly. So wonderful. Over to you, Paula. Thank you so much. I'm sorry about the technical challenges. That's okay. So first of all, thank you so much for having me today. And I've been following along very closely and trying to be the voice for newcomers to be able to vote, which of course, hopefully that will come up. But this is one thing that I was very passionate about anyway, totally aside from politics. But I've been wanting to run for council for a very long time. I've had an interest probably for the last 15 years. And I'll be honest with you, I felt I didn't feel confident. So I kept having an uncle of mine asking me, when are you running for council? When are we going to see you on council? And I kept saying, I don't think I'm ready yet. And he would say, well, what do you need to do to get ready? And then actually, I had the same conversation with our previous mayor, Don Darling, who I'm sure you know. And he said, well, what do you think you need to do to get ready? And then he started kind of saying,
you're an entrepreneur, you're a woman, you're a minority group. You could bring a lot to the table, you know, and you're so engaged. Like, I'm incredibly engaged. I've been attending council meetings for the last 9 years. So I see where all the positive things that are happening for the city, and then I see where there's maybe a few gaps in policy, and you know, I'm really hoping to be kind of like a bridge for anybody who might be sitting at the table that maybe is not as connected to any newcomers or minority groups as much as I am. I'm hoping to kind of be that connector. So, you know, as far as the campaign went, it was actually the best experience of my life, I'll be honest. And I'm not going to say that it was all positive. It did come with a few challenges. I did have a bit of Islamophobia, but I'll be honest with you, I was mentally prepared for much more. So finally, in the end, I was grateful that it was just kind of a few sentences online. I got a couple of emails. It was nothing really aggressive. I was very concerned about it, to be honest, because this is very new for the province to have a Muslim woman running. And for me, I just feel like I'm a woman running. And, but obviously being a hijabi, it's interesting too, when it comes to signage, it was interesting because a lot of people were saying, like, of course I had white and pink on my signs, and so it would kind of stand out anyway, but people were making comments like, you really stand out because you don't look like everybody else. And they didn't mean it in a derogatory kind of way. They meant it as a positive thing, like, the hijab, the pink hijab that you had on, it was really making you stand out because nobody else is wearing a pink hijab. And so that was those sort of things were kind of fun. One of the things that was really exciting, my husband, as you know, is Egyptian. And of course, our Egyptian communities have been growing in New Brunswick the last couple of years. And the Egyptian children ended up actually being the most excited about me running. They would see my signs, and some of them actually got so excited that they could barely speak. They were just going, "Mom, Mom," like, and pointing at my sign. They couldn't believe it. And, I think that connection of thinking, I'm from here. I'm Caucasian, Canadian, grew up Catholic and converted about 12 years ago. But, first of all, they knew me. So then somebody who's running in politics and you know them is always interesting, right? And they're young. The other thing is, they're seeing somebody that is wearing a hijab like their mom. And, they're maybe not, even at a young age, you can feel underrepresented in the community, right? So it was really kind of interesting to watch them being engaged and excited, and they just couldn't wait to see what would happen. And then finally, our votes were very close. I was actually only 8 votes above the person, Gina Hooley, that came in 3rd place. And, the Muslim community, to be honest with you, they're all telling me I was shocked. I didn't think you had a chance to get in, so they just lacked the confidence that we were going to have changes here, that you could see more diversity on council. So I'll be honest, I thought it was a good candidate. Like, I thought it had a chance, right? I was, but I'll be honest with you, I did feel like I had to work harder. And I can totally relate to these questions about time. Are you going to have time? So for me, as you know, I'm an entrepreneur, and we're actually moving into a new location where it's going to cause a bunch of reconstruction during the pandemic. And I had a lot of those questions like, how are you going to have time because you own your own business? And I even did have those questions. Do you have any children? Because that was just kind of like, well, how much time are you going to dedicate to this? But unfortunately, I must say that historically, at least in St. John, I'm not sure about the other cities, councillors have not always spent a lot of time on council business.
I'm not saying all, but we know that. And so I think that's kind of where that conversation might be coming from. So there was a lot of concerns about that. But you know what? So I did kind of face some challenges, not just, you know, as a woman, as a Muslim, but even as an entrepreneur, right? People were really wondering, how much time are you going to dedicate to city business? And I really, you know, for me, I had full intent, and I do have full intention on working full time at it. And they would say, well, how are you going to do that? They would challenge it. And I would say, well, you know, I have a very strong business partner, and he happens to be my partner in life too. So, you know, if there's issues and there's in the business, they could come into the house. So he's even more focused. But no, I have a strong business partner who can handle it. He's a great businessman, and you know, so I was very fortunate. But I'll be honest with you, I had a lot of people asking me questions, trying to distract me from being focused, right? And I think that this is a very common in the political game, we'll say. Anyway, so they were really trying to focus me in on certain things that was just going to take up my time, trying to get me into debates online. And, you know, sometimes I just had to, you know, they would call me out, why aren't you responding? You don't care. You know, I mean, but I got hit with all kinds of wild questions, like, for example, one of my opponents had gone and gotten vaccinated, and they found out that he was vaccinated. And they kept pushing me and pushing me. Why didn't you go? Don't you care about the community? And, you know, like very critical. It's a very different world to be in. It's, you know, I can only describe it as feeling like you're under a microscope, right? And, you know, finally they were pushing so hard. I said, well, I'm so glad that my opponent got vaccinated, but I'm not up yet because the 40 plus, it's not our turn, right? He was, I mean, I didn't want to say, but he was a little bit older, so he was allowed to go, and I still had to wait. So I said, as soon as I'm able to go, I will go, and happy to say I got my first shot. But it's interesting that this conversation, you know, you're being very, you're being taken, even when you're an entrepreneur, sometimes you hit the media and things like that, but not to this extent. You know, you felt like when you're out in public, you're just being watched to see like every single thing that you're doing. And if you do anything off, then, oh my goodness, you know, but you have to go in with great intentions. You want to be there for citizens. And I'll be honest with you, I'm very biased. I feel like there's no better city to represent than St. John. I'm sorry to say. I love the city so much, and I feel like this is the biggest honor of my life to be elected. Muslim or not, it doesn't, that, you know, that's not it. It's just the community is so fantastic. I mean, you know, and I don't have to tell you guys, like it's, you know, the province is wonderful. I love St. John. I mean, there's just incredible people here. So I can't wait. And I'll be honest with you, I feel very overwhelmed. Actually, Nadine, I don't know if you know, I'm actually councillor-elect right now. I have not been sworn in. There's only 2 of us left to be sworn in. I'm getting sworn in today at 4 o'clock. And thank God it actually will be the first time, I believe, in New Brunswick history, I'm bringing my Quran, and I will be taking my oath on the Quran today. Oh, yay. Well, congratulations ahead. We'll definitely tune in to hear. I'm assuming we're going to see pictures on Facebook and whatnot. So thank you, Paula, for sharing your lived experience. Again, just like Danny, there's so many things I'd like to unpack with what I've just heard, but time is a little bit pressing, and I do know that Joanna needs to leave us in 10 minutes. So I'm gonna go over to you, Joanna. Same question. Introduce yourself, motivation, obstacles or challenges encountered.
Thank you all, and I'm sorry to run. It is a busy day with Paula swearing in happening very soon. So my name is Joanna Killen, and I represent the west side of St. John. So this is the second time I've run for an election. I was also a Green Party candidate in the fall. So I have 2 elections during a pandemic, and I was part of a group called See Jane Run, which was focused on helping women get elected in the 5 sort of municipalities in and around St. John. So we were we're getting lots of courses and things like that. So I was able to help them a little bit with like the creative campaigning in the age of COVID. So I am a woman, I'm a mother. I am also a member of the Two-Spirit LGBTQIA+ community. So I am queer. And so that was sort of a newer concept for a lot of people in St. John to kind of understand about me. But I was very open before the last election about my sexuality and about, you know, the fact that I do have a young son, but also that I really, really wanted to contribute, and I really, really wanted to help make an impact. So what inspired me to run, I mean, this is actually the anniversary, the 20th anniversary of when I won my student body election for president of St. Malachy's High School back in 2001. And so I've always had a big interest in understanding how governance works, how communities operate, how things work basically. And so I'm like Paula, I've been a keen watcher of our city council for quite a long time, and a member of volunteer boards like the Community Loan Fund and the Community Arts Board. I also, through a previous company I owned called Momentum Canada, worked with the Business Immigrant Mentorship Program. So I was one of the coaches there for our folks here in St. John. So I got to know a lot about the entrepreneurial landscape for people coming here and understanding how, you know, with the Lost Votes campaign, just how many people who contribute to our community are left out of the conversation. So I've become quite an advocate for that here as well. And I really appreciate what Dialogue NB is doing to push this forward. So with regards to barriers, I think I'm with both you, Diani and Paula in are you going to have time? Like, how are you ever going to accomplish this? And I also was, I became known because I actually opened my latest business, the day after the election happened. So I was starting a business and running a campaign. And so everyone has all these questions for me, of course, about, you know, how can you handle it? Are you ever going to see your son? Are you ever going to? So these kinds of things, like accusing me of not knowing how to manage a schedule or something like that. So as always, I would point back to the fact that, you know, when you want something done, ask a busy person. That's a phrase I really appreciate. And that we, you know, people who want to make impact will find ways to get things done. So that was my big message to people, and to help them understand that my work ethic is not a result of my gender, sexuality, work status, or anything like that. So it took a lot of trust building, and a lot of one of the big things I made sure I did during the campaign was to start to educate people on different issues. Because I think sometimes we assume that people just know you know, what it means to be queer, what it means to care about transit or green initiatives or this and that. So I think I just took an educational kind of approach to it, and felt like I had a lot of good conversations with people, a lot of people, not necessarily in public, but would write in private about things, and to unpack different issues about the town and who does what and things like that. So I think just being open to everybody and having that kind of openness be obvious was really helpful in the campaign. And I think I was lucky enough to sort of win with a bigger margin, and it was clear that they sort of wanted a bit of a more progressive approach to our council. So we have a lot more younger folks and a lot more diversity now in this council grouping. So we're really excited to kind of work together and bring all these new perspectives and old perspectives together to really form a team that's going to work for the city. And I think as we move forward, we have to be that example of folks who are able to have children and jobs and businesses and all these things at once, because that means that, you know, we will get more diversity, and it won't just be retired folks who are able to take this on.
So I really, really appreciate you all having me today. And, you know, I can't wait to keep supporting the efforts, Renee and everyone that you've all done so well so far. So I'm excited to see this conversation keep going. Thank you so much, Joanna. I appreciate that you made some time this afternoon to be with us. Great perspective. Thank you. Paulin, je vais me tourner vers toi maintenant pour entendre ta perspective. Je t'ai interviewé il n'y a pas si longtemps que ça dans le contexte des élections à Dieppe avec le dialogue. Donc, un plaisir de t'écouter. Merci Nadine, c'est toujours très gentil de m'inviter avec René. Pourquoi je me suis présenté en politique? Encore une fois, c'est la deuxième fois que je me suis présenté pour les élections municipales à Dieppe parce que j'habite depuis très longtemps, quand même ici, 12 ans. Et puis, j'aime ma communauté, et puis j'aime m'investir dans cette communauté dans laquelle je vis. Mais moi, je vais essayer un peu d'amener une réflexion au sujet de la question qui a été posée. Vous savez, la question de la diversité politique ou culturelle, elle existe depuis très longtemps. C'est un concept, c'est vraiment un vieux concept depuis fort longtemps maintenant. Et puis, à un moment donné, on dirait que la question de la diversité politique et culturelle était dans un genre de coffre-fort où un bonhomme est venu à un moment donné, il était super gentil, il a dit, mais il doit y avoir quelque chose dans ce coffre-fort, il faut qu'on l'ouvre. Là, on découvre qu'il y a un Chinois ici, un Africain, un Espagnol, un Américain. Alors, c'est ça la conception que moi je vois par rapport à la diversité culturelle. Mais si je remonte plus loin dans l'histoire, je découvre que les Européens sont arrivés ici, ils ont conquis, n'est-ce pas, les terres dans lesquelles nous tous on habite. On est arrivé plus tard, comme on est devenu citoyen plus tard. Mais c'est comme si ce concept n'existait pas avant. Alors que quand on parle de la diversité, c'est déjà divers. Ça veut dire qu'il y avait une culture avant qui était amérindienne et une culture qui arrive qui est européenne. Et au fil des temps, on réalise que ça n'a pas été beaucoup parlé, cette diversité politique ou culturelle. Et puis tout d'un coup, les politiques aujourd'hui dans le monde sont ouverts sur la question de la diversité. C'est comme si c'est du nouveau parce que beaucoup de choses ont évolué, l'Internet, les médias sociaux. Les gens poussent beaucoup pour que cette diversité soit reconnue. Maintenant, peut-être je vais vous choquer un peu, mais parce que j'aime ma ville et puis j'aime la réflexion que vous avez amenée. Mais maintenant, au fil des ans, on réalise que, en fait, les politiques, nous qui sommes des politiques dans la sphère politique, on n'a pas investi beaucoup, ce sont les faits, au sujet de la diversité. Maintenant, elle est tellement pompée au point où tous les politiques profitent, n'est-ce pas, de ce moment ici pour essayer un peu de prendre cette diversité à bras-le-corps et pour pouvoir l'exposer en public. Mais on se rend compte à la fin que cette diversité, elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire que ces politiques, ils attendent parfois 4 ans de mandat pour nous parler de la diversité. Il faut investir, il faut faire venir des immigrants. Alors, on parle beaucoup de ça à une certaine période, et puis comme tout le monde est taiseux. Et puis tout d'un coup, on réalise que, mais est-ce que cette diversité est vraiment faite comme on le pense? C'est juste des réflexions que je fais personnellement. Et puis, c'est le schéma que je vais vous dessiner très rapidement. Et puis tout d'un coup, on réalise que la diversité, elle est parlée en public, mais en même temps, à l'intérieur, je veux dire, dans le sens un peu plus caché, c'est l'entre-soi. Entre-soi, ça veut dire qu'on voit moins de politiques qui soient conservateurs, libéraux, NPD, les Verts, qui se mettent à la place publique et qui mettent vraiment l'emphase pour nous parler de l'importance, je parle pas de l'importance, juste parler, mais de l'importance de s'investir. Je vois plus la diversité comme l'immigrant qui arrive, il a besoin de donner l'argent, il doit travailler. Mais pour moi, ce n'est pas ça la diversité. Alors là, l'élection arrive, tout le monde est correct, et puis d'un coup, on retourne dans le entre-soi. On fait la promotion du groupe dans lequel on a existé, conservateurs, libéraux ou NPD. On parle que de nous, on se met entre soi, et on réalise qu'à chaque élection, il y a un problème. Et moi, je pense que les politiques sont les mieux placés, je ne dis pas qu'ils sont les meilleurs, mais les mieux placés pour faire cette campagne au sujet de la diversité. Parce qu'ils sont des hommes publics qu'on regarde et à chaque instant et à chaque moment. Et puis, la deuxième leçon que je tire de ça, c'est que quand je regarde les États-Unis aujourd'hui, on a parlé de l'effet Trump, ça a été très intéressant. Il vient avec les purs blancs.
Les purs blancs, ce n'est pas un message qui a été assis dans le monde entier, mais parce que quoi? Parce qu'il y avait une diversité avant. Il y a eu ce qu'on appelle la colonisation aux États-Unis, et tout d'un coup, il y a l'esclavage qui arrive, qui est délaissé pour compte. Alors, on traite les Noirs, on connaît bien l'histoire, ceux qui l'ont étudié comme moi. Et puis là, il y avait une diversité entre blancs et noirs. Et là, oh, ça a été négligé. Négligé pendant très, très longtemps. Là, il y a d'autres couches de société qui s'ajoutent dans le sphère politique et puis dans la vie américaine. Il y a maintenant les Espagnols, il y a les Asiatiques. Alors là, il y a un mouvement aux États-Unis qui fait peur de cette diversité en disant, si on les laisse progresser, arabes, musulmans, chrétiens, noirs, whatever, ils risquent de prendre le pouvoir. Alors là, Trump arrive, il vient avec une sorte de couverture, nous sommes les purs blancs, alors que cette diversité a existé depuis très longtemps. Alors, ce sont des constats que je fais très rapidement parce que je peux parler de plusieurs choses comme ça. Mais et finalement, quand je retourne dans notre société et que j'aime bien le Nouveau-Brunswick, j'y habite depuis presque 16 ans maintenant, je réalise qu'on ne le vit pas de la même manière, mais j'ai peur qu'on se retrouve un jour, n'est-ce pas? Je pense que ça va arriver, dans le sens que les immigrants ou ceux qui sont formés la diversité, qu'ils soient des blancs et autres, vont prendre des mairies et les gens vont simplement être surpris de ce qui se passe parce que ça va venir. Et je vous dis, ce n'est pas un défi, quelqu'un l'a dit au début avant qu'on commence cette conférence, ça va venir. Et je pense que nous, les politiques, on a un gros travail à faire pour informer la population, le bienfait de la diversité, politique qu'elle soit culturelle. Pas simplement rester, attendre que les années des élections arrivent et puis en quelques secondes, on nous bourre aux médias. Oui, il faut ceci, il faut ceci. Je pense qu'on a un gros travail. Alors, moi, ce travail, je le mets à 1 ou 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que je salue beaucoup les enseignants. Dans les écoles, moi, je sillonne pas mal ces groupes-là qui font un effort formidable dans le sens qu'ils enseignent aux enfants. Moi, je l'ai vu à l'éducation, cette jeunesse, ma fille, l'autre, à être vraiment dans cette diversité culturelle acceptable. On accepte l'autre, on est d'accord avec l'autre, malgré nos différences. Maintenant, quand je regarde au niveau je vais dire, l'autre aspect de la diversité, je réalise qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup, j'appelle l'ignorance. L'ignorance, je ne suis pas en train d'insulter, ce sont des faits. Il y a des gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la diversité. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir qu'est-ce que c'est que la diversité. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la diversité. Par contre, la diversité, vous le savez comme vous et moi, c'est une chose très importante. Elle apporte un tout. Elle apporte l'économie, le social, le professionnel, l'intellect. C'est quand une société a cette diversité, qu'elle soit politique ou culturelle, mais on est super béni parce qu'on vient de différentes horizons, on pense différemment, on apporte des points de vue très différents. Et c'est ça qui fait la force d'une nation et ça qui fait la réussite d'une nation. J'ai toujours tendance à dire, dans beaucoup de mes propos, quand on parle de la diversité, quand on regarde Google, par exemple. Google, c'est un mouvement formidable, bon, il fait beaucoup de milliards de dollars. Mais la réussite de Google est bâtie sur cette diversité. Lisez son histoire. Les gens sont venus de partout jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait la diversité, n'est-ce pas, de la réussite. Maintenant, j'ajouterai un autre point qui est très intéressant pour moi. Je pense qu'il peut aider comme une autre solution, c'est l'éducation. L'éducation, il faut éduquer les gens. Il faut faire de la pédagogie. Il faut en parler de la diversité tous les jours. Je vais vous dire, je vais faire une confidence, vous le savez déjà. L'élection est passée maintenant, municipale, d'autres ont gagné, d'autres ont perdu. C'est la démocratie. Mais l'élection provinciale arrive, ce n'est pas très loin, peut-être d'ici 3 ans. Vous allez voir. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que cette diversité soit capable, n'est-ce pas, de faire partie de ce petit groupe qui est tellement fermé. Et je pense qu'il faut beaucoup parler à nos élus locaux, à nos élus fédéraux, provinciaux, de les pousser vraiment, et je dis à ceux qui m'écoutent, de prendre ça vraiment comme quelque chose de très important. C'est une bonne chose d'avoir autour de nous des gens qui viennent d'ailleurs. Maintenant, un dernier aspect que je voulais très rapidement partager. J'ai lu dans beaucoup de choses et j'ai lu l'histoire, n'est-ce pas, de ces Danois activistes jeunes qui, au Danemark, ils ont eu un gros problème de la diversité. Alors, les gens qui venaient, ils n'avaient pas le travail, ils étaient traités de racistes, racisés, ostracisés. Alors, ces jeunes se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour tout ce monde-là qui arrive et qui ne peut pas trouver le travail? Alors, ils ont créé un concept que j'aimerais vraiment amener ici. Je rêve de le faire. Je pense que parmi vous, d'autres seront intéressés. C'est de faire une bibliothèque humaine. Et dans cette bibliothèque humaine, ça veut dire quoi? C'est un livre, c'est une personnalité
une personne comme moi, alors quand tu n'as pas encore lu un livre, tu ne peux pas le critiquer. Alors, de faire une bibliothèque humaine, ça veut dire je vais quelque part, je viens avec mon histoire, c'est déjà noté quelque part, les gens peuvent lire les différentes histoires, de venir écouter ces gens autour d'un café. Est-ce qu'ils sont musulmans? Est-ce qu'ils sont juifs? Est-ce qu'ils sont arabes? Est-ce qu'ils sont des Africains? Ça enlève toutes les barrières parce que les gens, il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de « mais pourquoi? Il n'est pas de chez nous, il ne vient pas d'ici, il parle bien, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. » Mais je pense que ce concept-là que les Danois ont commencé, c'est en train de prendre beaucoup, n'est-ce pas, de place dans le monde, de voir que cette bibliothèque humaine, il y a un bibliothécaire, mais on arrive et puis on raconte son histoire et puis on rentre en contact avec l'autre. Ça ouvre les portes, ça crée une discussion, ça enlève les barrières. Je pense, moi, ça c'est un concept que j'aimerais vraiment amener dans notre société ici au Nouveau-Brunswick. J'aimerais à un moment donné rencontrer Nadine là-dessus pour qu'on en parle. Et ça va créer, pour moi, ça va créer quelque chose. Et je pense que, alors en conclusion de ce que je suis en train de dire, c'est que la diversité, elle est bonne. Elle ne vient pas pour prendre les jobs, elle vient pour participer au développement d'un pays, d'une nation, des gens, et on investit, on participe, et puis on s'intègre, et puis on fait, n'est-ce pas, une force. C'est une force inimaginable. Et je crois que le défi est énorme. Mais peut-être que moi, je ne serai pas ministre. Peut-être que moi, je ne serai pas député. Peut-être que moi, je ne serai pas maire ou conseiller ou whatever. Mais moi, je suis dans le tremplin de créer quelque chose avec ceux qui sont comme nous. Demain, nous sommes des pionniers, mais nos enfants, ils vont finir par s'ingérer, s'intégrer et réaliser vraiment qu'ils ont la place comme tout le monde. Mais c'est un travail colossal. Mais encore une fois, je trouve que les politiques ne font pas ce travail-là. Et c'est eux notre porte-parole. Ils rencontrent des milliers de gens dans la semaine et il faut vraiment les inciter à ne pas simplement utiliser je veux dire, le politiquement correct quand il s'agit d'élections, mais de le faire au grand jeu et de montrer à la population l'importance, je veux dire, le résultat, qu'est-ce que ça nous apporte qui est bien. Et en définitive, je sais très bien que ceux qui ne connaissent pas la diversité ou bien la difficulté à s'intégrer ou à connaître la difficulté, c'est le gros désavantage, c'est qu'ils veulent connaître la culture, ils veulent connaître les gens, ils peuvent avoir la volonté, mais ils ne savent pas comment le faire. Ça peut arriver, ce sont les désavantages de la diversité. Mais on a des éléments immenses, incroyables, de voir qu'aujourd'hui, le Nouveau-Brunswick ne fait que grossir, grandir. Moi, j'aimerais vivre ici toute ma vie. J'aimerais voir encore plus de développement, plus de gens qui arrivent, plus d'intégration, plus de la province qui grandit. Et puis voilà, voilà, et qui fait des grandes choses. Et puis, à la fin, pour finir mon histoire, je ne vais pas laisser un politique me faire croire que la diversité, c'est simplement un immigrant qui arrive et puis qui recherche le travail. Non, ce n'est pas ça la diversité. C'est la fausse conception de la diversité. Mais encore une fois, on peut faire la différence parce que nous sommes différents, mais nous sommes vraiment des gens qui regardent dans le même sens. Voilà. Merci. Merci, Paulin, pour tous ces beaux exemples et de rappeler l'importance de l'éducation. Si je ne me trompe pas, il me semble que la bibliothèque de Moncton et de Fredericton ont déjà fait des des Human Libraries. Monsef, Ouais, j'y ai fait partie, moi. Hein. Oui, oui. Donc, c'est un concept qui, heureusement, est au Nouveau-Brunswick, Paulin. Donc, c'est juste de maintenant comment on l'amplifie, comment on l'amène dans d'autres communautés. La bonne nouvelle, tu as l'auditoire idéal ici aujourd'hui pour continuer à amener ça dans leur communauté. Et avant de passer la parole à Kim, je vais juste saluer M. David Kuhn qui vient de se joindre à nous. Bonjour, M. Kuhn, ça va bien? Ah, vous êtes sur mute. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Non, merci beaucoup. Excellent. Nous terminons la ronde des panélistes de la première partie. Donc, il reste Kim Chamberlain et ensuite, on va à René avant de passer la parole à Kenza. Donc, Kim, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Ben, moi, c'est ça. C'est que ça faisait 5 ans que j'étais conseillère à la ville de Bathurst et j'y songeais de mettre mon nom comme mairesse, mais pas nécessairement cette année. C'était pas dans mon plan. Je m'attendais dans 4 ans. Et, parce que quand que Paolo Fongemi a quitté pour son travail,
on avait conseiller Lee Stever qui avait pris la relève. Donc, j'étais sûre et certaine que conseiller Stever allait se présenter comme maire. Je me suis dit, est-ce que je me présente contre lui ou pas? Mais je me suis dit, je suis correcte à faire un autre 4 ans. Donc, je l'ai contacté en lui disant, est-ce que tu te présentes? Sinon, moi, je me présente. J'étais très intéressée, mais s'il aurait voulu, ça m'aurait donné un autre 4 ans au conseil. Non, finalement, il a choisi que non. Donc, j'ai placé mon nom comme candidate à la mairie. J'ai parlé à ma famille, mes enfants, mon travail, parce que pour ceux qui savent, je suis aussi la directrice à l'association multiculturelle dans la région Chaleur. Donc, ça fait au-delà de 8 ans que je travaille vraiment avec l'immigration, que ce soit avec le volet développement économique pour la ruche. Et une semaine avant que COVID arrive, j'ai pris le poste comme directrice à l'association. Tous en même temps, en portant mes contrats que j'avais avec la Chambre de commerce avec moi. Ça a été tout un challenge, que je peux vous dire. Là, les gens, moi, mon obstacle, c'est que pendant ma campagne, les gens me disaient, mais est-ce que tu vas quitter ton emploi? Ou est-ce que tu vas couper tes heures à ton emploi? Comment vas-tu faire les deux? Mais pour ceux qui réalisent la façon que ça fonctionne dans une municipalité, c'est pas le maire qui gère. C'est chaque département. C'est les directeurs, les employés, les chefs de département qui s'occupent de chacun son département. Et le maire est là, vraiment, le maire est là pour les citoyens et bien sûr de guider avec son conseil et les employés. Mais pas nécessairement que c'est mon rôle de tout gérer. Donc, je leur ai dit non. Je m'attends de continuer à travailler comme directrice et être maire à la ville de Bathurst pendant ma campagne. Et les gens me disaient, mais dites-leur pas ça parce que les gens, ils vont peut-être pas voter pour toi. Puis je me suis dit, non, je m'attends de dire la vérité, je m'attends de rester comme directrice. Une des raisons aussi pourquoi est-ce que j'ai placé mon nom, c'est que j'adore ma ville, j'y crois, je vends ma région à n'importe où que j'ai la chance d'y aller avec Destination Canada, Destination Acadie. J'ai voyagé un peu partout pour inciter les gens de venir investir dans la région et de venir vivre dans la région. Et l'immigration est très importante. Pour nous, cette première fois, on a Jean-François Leblanc, un monsieur de couleur, qui a placé son nom comme candidat, comme conseiller, et il a été élu. Donc, oui, je suis tellement contente, mais c'était la première fois qu'on avait un candidat de couleur, ou même un immigrant. Peu importe, mais il a été élu. Ça dit beaucoup pour la région. Les gens sont prêts. Je suis la première femme qui a été élue aussi. Puis les votes ont été, les votes étaient au-delà de 2000 votes de plus que les autres candidats, dont la région Chaleur ou la ville de Bathurst a vraiment, ça a été dit, OK, on est prêt à un changement. Mais la diversité ici fonctionne vraiment bien. La diversité culturelle, les gens, les nouvelles familles qui viennent s'installer. Et je voulais aussi être la voix pour les nouveaux arrivants. Un de nos rôles qu'on s'attend de faire, c'est vraiment d'éduquer la communauté. Et là, je ne vais pas offusquer personne, mais les gens où on a besoin d'éduquer, c'est les personnes âgées. Ce n'est pas les jeunes qui sont dans les écoles. Ce n'est pas nos enfants. C'est pas les gens qui travaillent, c'est pas les employeurs qui ont besoin d'embaucher en dehors parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre qu'ils ont besoin. C'est les personnes âgées de leur faire comprendre que c'est une bonne chose, que la province a besoin, puis que, tu sais, on dit les entreprises, tu sais, ils disent, pendant ma campagne, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas être capable d'amener? C'est quoi ce que tu cherches à faire pour le développement économique? En premier lieu, il faut inciter les gens de vouloir venir s'installer dans la région, et que ça soit faire du recrutement dans les autres provinces ou faire à l'international, parce que peu importe une compagnie de développement économique, importe une grosse entreprise, disons, si on n'a pas les employés pour travailler, ça donne quoi? C'est ça. Ça fait, moi, mon mandat, c'était vraiment notre économie, nos citoyens et notre communauté. Donc, quelques changements que j'ai faits ou que j'ai emportés avec le nouveau conseil. On a déjà fait notre première rencontre, mais mon assermentation est ce soir, moi aussi, dans pas trop longtemps. C'est pour ça qu'il faut que je vous quitte.
on a amené des nouveaux comités pour aller chercher les gens de la communauté à s'intégrer avec nous. Donc, on va avoir un comité de jeunes, donc des jeunes gradués qui ont choisi de revenir après leurs études, des jeunes dans les écoles secondaires anglophones, francophones. On s'attend d'avoir un comité, puis ça va être un premier comité. Puis là, pour le moment, je vais l'appeler The Pride Committee. Je pense que c'est le temps que la région a l'esprit ouverture, puis c'est la chance pour nous. On va avoir un comité d'environnement, on va avoir un comité intergénérationnel avec la population vieillissante. On va avoir une beautification committee, comme on l'a appelé. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, que oui, on veut continuer sur le développement économique, mais on veut aller inciter les gens d'avoir une appartenance à notre communauté et à notre ville. Parce que ce n'est pas juste à nous, les conseillers, et à la mairie et les employés de la ville, c'est à nous, les citoyens, de faire une différence pour notre région. Et même après avoir été élue, j'ai rencontré plusieurs citoyens de la région, des gens qui se portent volontaires, et je pense qu'on a les prochains 4 ans vont être très, très, très intéressants pour nous, et j'ai même hâte de voir d'ici d'1 an ce qu'on a accompli. Tant qu'à obstacle, c'est ça. Le seul obstacle que je pourrais vous dire, c'était les gens qui me posaient beaucoup la question encore. Moi, mes enfants sont plus grands, mais c'était plutôt: est-ce que tu vas quitter ton emploi ou est-ce que comment vas-tu faire les deux? Et en étant femme, en étant conseillère pendant 5 ans, j'avais 8 comités avec la ville de Bathurst. On est très occupés. Quand on s'embarque dans la municipalité comme ça, on est des gens qui sont très, très, très occupés. Puis il suffit juste de gérer son agenda, puis ça se fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Kim, pour ce partage. Et puis, félicitations encore pour ta victoire. Et aussi, on te souhaite bon succès avec la sermentation ce soir. Merci. Moi, ça pique ma curiosité depuis tantôt. Je ne sais pas ce que les recherches nous disent sur la question. Peut-être que le professeur Stahl pourra nous éclairer s'il le sait. Ça sera tantôt Léla, mais parce qu'il faut aller à René. Mais je suis vraiment curieuse à savoir si cette question revient toujours envers les femmes en termes de disponibilité. Là, c'est un thème, le fil conducteur que j'entends. Je n'ai pas la réponse, mais ça pique ma curiosité. Donc, merci encore, Kim. Et puis, je comprends que tu dois nous quitter. Oui. Je vais rester encore un petit peu. Je vais écouter, je vais écouter mon chef et Léla. Oui. Juste avant, en fait, on va se tourner vers René, parce que René, comme instigateur du dialogue, il a aussi été candidat politique. Donc, tu vas clore cette partie des expériences vécues. Donc, on t'écoute, René. Donc, moi, je suis arrivé au Nouveau-Brunswick en juin 2015. Donc, ça va faire bientôt 6 ans que je suis au Nouveau-Brunswick. Et j'ai atterri au Nouveau-Brunswick. Je devais atterrir à Bathurst parce que j'ai rencontré Kim Chamberlain qui avait fait la bonne promotion. Je devais aller à Bathurst à l'origine. Et finalement, j'ai atterri à Dieppe. Mais c'est vrai que le Nouveau-Brunswick m'a beaucoup attiré par sa qualité de vie. Et en fait, ma motivation pour me présenter aux élections, je suis tombé en politique au Nouveau-Brunswick par hasard, vraiment par hasard. Lorsque je suis arrivé, comme immigrant, je me suis impliqué dans une association qui s'appelle le CAFI, qui aide les immigrants francophones à venir s'installer durablement et socialement au Nouveau-Brunswick. Et ça m'a permis de connaître un petit peu les défis que peuvent rencontrer les immigrants de différents horizons lorsqu'ils arrivent au Nouveau-Brunswick. Et puis j'ai commencé à m'intéresser un petit peu de ça. C'est là que j'ai rencontré Monsef, j'ai rencontré Kassim Doumbia. Et le jour où vraiment j'ai décidé de m'impliquer, c'est lorsque je travaillais. Disons, un des moments clés qui m'a incité à m'impliquer en politique, c'est lorsque je travaillais dans le réseau de santé vitalité comme conseiller en ressources humaines. J'étais dans un service des ressources humaines et j'étais le premier noir à être recruté dans ce service des ressources humaines-là. Et un jour, il y a une collègue qui vient de me parler, qui va me dire, après quelques mois, qui vient me dire « René, c'est vraiment bien de t'avoir dans notre service, je comprends mieux les immigrants, les difficultés que vous rencontrez, et puis ça fait tomber quelques préjugés. » Et dans ma tête, je me suis dit, la première réaction que j'ai pensée, c'est je me suis dit, ah, très bonne chose, au moins il y a une personne à qui j'ai fait tomber certains préjugés. Et la deuxième qui est très rapidement venue à mon esprit, c'est dire,
qu'est-ce qu'elle faisait avant moi? Parce que cette personne était chargée de recruter à l'externe pour le réseau Vitalité. Est-ce qu'elle laissait ses préjugés prendre le dessus sur les recrutements, ce genre de choses? Et petit à petit, je me suis dit, il est vraiment important pour les minorités visibles de devenir visibles. Parce que j'ai vu le bienfait dans ce service-là, le fait juste d'être présent. On vient me parler, on vient me poser des questions, travailler avec des managers, travailler avec des directeurs. Le fait d'être visible, d'avoir une minorité visible, permet de changer la donne sur beaucoup de choses en termes de préjugés. Et on sait que le réseau de Vitalité rencontre beaucoup de mal pour recruter du personnel. Et on sait que l'immigration va être une des clés pour pallier ça. Donc, c'est bien d'avoir du personnel qui laisse tomber un petit peu leurs préjugés, puis qui sont au courant un petit peu de comment embaucher des immigrants, quelles sont les différences culturelles. Ça, c'était vraiment le point de départ de me dire, il faut que les minorités deviennent beaucoup plus visibles. Et j'ai eu la chance de rencontrer un ancien Premier ministre du Nouveau-Brunswick. J'ai écrit à un ancien Premier ministre du Nouveau-Brunswick pour lui dire que je souhaitais m'impliquer. Puis très rapidement derrière, il m'a fait rencontrer des personnes et puis j'ai pu m'impliquer en politique, ce qui m'a amené à être présent lors de 2 élections. Une élection fédérale et une élection municipale. Et la motivation était toujours, en tant qu'immigrant, ce que je dis régulièrement, en tant qu'immigrant, moi je parle pour moi personnellement, on a toujours cette sensation d'illégitimité, de s'impliquer dans les choses publiques. On ne se sent pas légitime pour parler des choses qui vont mal. On se dit, on est immigrant, on nous accueille, donc il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit, il ne faut pas trop qu'on se fasse voir en mal ou quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'on dise des choses mauvaises. Donc, quand je discute avec des immigrants, on a toujours cette sensation de manque de légitimité. Et moi, là où je me suis dit non, on est légitime, c'est parce que d'autres l'ont évoqué avant moi, on le fait aussi pour la génération future, on le fait pour nos enfants. Et moi, quand je vois mes enfants, je leur pose la question, est-ce que vous voudriez retourner en France un jour parce que je viens de la France? Il me dit, hors de question en France pour les vacances, mais on se sent néo-brunswickois, on se sent ici. Et à partir de ce constat-là, je me suis dit, René, à un moment de temps, il faut que tu t'impliques à un niveau qui peuvent changer certaines choses qui te choquent ou qui te surprennent pour créer des ponts et permettre à la génération future d'avoir beaucoup plus d'opportunités et qu'ils soient jugés lorsqu'ils vont arriver sur le marché de l'emploi, lorsqu'ils vont avoir des ambitions, qu'ils soient jugés uniquement sur leurs compétences et non pas sur leur couleur de peau, leurs origines, leur genre ou leur confession. Et à partir de là, j'ai commencé à m'impliquer, puis j'ai commencé à me dire, il faut y aller, il n'y a pas assez de minorités visibles, il faut devenir visible pour faire tomber certains préjugés, faire tomber certaines barrières et faire avancer le Nouveau-Brunswick dans certains domaines. Par exemple, mon frère, il me dit, je fais exactement la même chose que toi, mais dans mon travail. Il a créé une entreprise, et il dit dans mon milieu, une entreprise de construction, et il dit dans mon milieu, les Noirs ont la réputation de vivre avec des femmes blanches et de ne pas travailler. Et moi, je prouve en créant mon entreprise qu'on est des travaillants et on est capable d'avancer dans la société. Donc chacun, quand j'ai dit en introduction, on a tous, l'intégration c'est bidirectionnel. C'est-à-dire qu'il y a les politiques qui doivent s'engager à mettre en place des actions concrètes pour permettre à des minorités visibles de genre, de confession, d'intégrer les formations politiques. Mais il y a aussi les immigrants, les minorités visibles de genre ou de confession ont un travail à faire pour justement arriver au milieu du chemin et puis qu'on puisse se serrer la main et puis construire quelque chose ensemble. Les obstacles que j'ai rencontrés, je pense que tout le monde peut rencontrer les mêmes obstacles, c'est-à-dire concrètement lorsque on s'intègre en politique, on n'a pas, surtout lorsqu'on est immigrant, on n'a pas le même réseau. On n'a pas les mêmes contacts que peut avoir, on va dire, des néo-brunswickois de souche. Donc, peut-être un manque de réseau, un manque de support, de mentorat. Ce que j'aurais bien aimé trouver, que ce soit, plutôt pour l'élection provinciale, c'est plutôt un système de mentorat. Les partis politiques, les formations politiques auront tout à gagner en mettant en place un système de mentorat qui permette effectivement à des députés élus d'avoir 2, 3, 4 mentorés qui viennent de la diversité ou qui viennent d'ailleurs, qui peuvent venir d'ailleurs, mais pour, entre guillemets, les former, leur apprendre un petit peu comment
se passe la politique au Nouveau-Brunswick. Parce que moi, au fur et à mesure que j'avance, j'apprends au fur et à mesure. J'apprends toutes les us et coutumes de la politique néo-brunswickoise. J'apprends qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça, il faut faire comme ça, il faut aller comme ça, il faut voir ces gens, il faut serrer telle main. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un manque, c'est un manque flagrant aujourd'hui que je peux ressentir dans la politique en règle générale. C'est peut-être mettre en place un système de mentorat, un système d'ateliers de formation sur la politique au Nouveau-Brunswick pour attirer justement des femmes, des minorités visibles. Pour moi, il était important justement d'avoir ce dialogue-là, ce premier dialogue-là, avec les personnes qui ont été élues, avec d'autres personnes qui ont été candidats, pour commencer un dialogue, pour inciter, planter une graine pour que ça germe, pour inciter nos responsables politiques, mais comme je le dis encore, c'est bidirectionnel, les personnes qui se sont impliquées à continuer à s'impliquer, puis d'autres personnes à venir s'impliquer. Je me rappellerai toujours de ce candidat de Riverview que je parlais sur Messenger avec, qui disait, je lui disais, bah, c'est bien, tu te présentes dans le quartier, mais moi aussi je vais le faire, je veux suivre tes pas. Et puis il me dit, René, non, c'est moi qui suis tes pas. Donc moi, ça m'a fait énormément de bien de savoir que j'ai pu inspirer des gens à tenter l'aventure, parce que c'est une aventure qui est compliquée, c'est une aventure qui est difficile. On vit dans une province qui vient juste de démarrer l'immigration aux années 2000. Moi, je suis franco-canadien maintenant et je suis fier d'être franco-canadien, mais j'ai grandi dans une société où j'ai eu l'habitude de voir des députés noirs, asiatiques, LGBTQ+, et je ne me suis jamais senti freiné dans ma vie à me dire bah, si je veux devenir député en France, bah, je peux devenir député, il n'y aura aucun frein, quoi. Je n'aurais pas à me battre contre, je ne serais pas un candidat poteau. Parce qu'il existe effectivement en politique, je vais finir avec ça, il existe en politique un concept, ce n'est pas propre au Canada, ce n'est pas propre à un parti politique précis, le fait effectivement lorsqu'on parle de diversité, de mettre des candidats poteaux, c'est-à-dire les partis politiques disent oui, on est diversifié, mais les candidats qui sont issus de la diversité, on les met dans des circonscriptions qui ne sont pas gagnables, alors qu'on devrait les mettre dans des circonscriptions qui sont gagnables justement pour forcer le dialogue, pour effectivement planter le décor et se dire bah, nous on est un parti, on croit à la diversité et à l'inclusion, et on ne met pas juste la diversité en tant que femme de minorité visible dans des circonscriptions qui ne sont pas gagnables. Donc, tout ça pour dire que je suis content effectivement qu'il y ait de plus en plus de personnes issues de la minorité visible qui s'impliquent en politique. Et je suis content aussi qu'il y a des partis politiques qui commencent à petit, d'autres plus que d'autres, à investir ce terrain-là et puis à vraiment l'inscrire dans leur ADN. Super. Merci beaucoup, René, pour cette belle expérience vécue et surtout, encore une fois, pour avoir instigé ce dialogue. C'est le début, hein? Je répète, c'est le début d'une conversation. Kenza, c'est à toi. Well, thanks to all of you. You are all a real inspiration for all of us. And I have to say that this is really awesome. So let's now hear from two individuals who have been advocating for diversity in representation for a long time. Monsef and Leila. Monsef, commençons avec vous. En 5 minutes au moins, et je vais demander de respecter le temps parce qu'on a peur d'en manquer. Que pensez-vous de ce que vous avez entendu des candidats? Vous pouvez également partager votre expérience en tant qu'ancien candidat si vous le désirez. Bon, bonjour tout le monde et merci Kenza pour l'opportunité de m'adresser à tout le monde, que ce soit ceux et celles qui ont pris la parole, que ce soit vous qui avez organisé ceci, Nadine et toi-même, ou que ce soit les invités éventuellement qui ont pris de leur temps occupé pour se joindre au dialogue, qui est extrêmement important pour l'avenir de cette province qu'on aime tous. Ça, on peut tous et toutes dire qu'on a ça dans le cœur, puis ça, c'est quelque chose qu'on a de commun, un amour inconditionnel pour la province, pour nos communautés, pour les gens, que ce soit en qualité de ceux et celles qu'on aimerait représenter par la politique ou juste en étant un simple citoyen. Je fais de son mieux pour avancer la cause à chaque journée. Et je suis à Moncton, dans le territoire des Maliseet et Mi'kmaq, un territoire qui est non concédé. Alors,
j'ai pris des notes, honnêtement, puis I took a lot of notes, and there was a lot of stuff that was mentioned. I heard the excitement and the joy from those that got elected and worked hard, and I also heard from those that didn't have a chance this time, but also shared the same excitement and love and commitment to make their communities better. And also I heard some of the challenges as well that got in the way of probably being elected. But what we have heard so much from every single one is there could be more things that we can do to make sure that the road of progressive agenda, inclusion for all, and to make sure that everybody can get to contribute to the political process based on the fact that the communities that we live in are completely changing. Et dans le contexte de l'avenir, le Nouveau-Brunswick est en train de refléter certaines réalités qui sont complètement différentes de ce que le Nouveau-Brunswick était 50 ans passé, que ce soit dans le temps de Louis, que ce soit dans le temps de Hatfield, que ce soit dans le temps de McKenna, ou que ce soit dans le temps depuis les dernières élections. La réalité de la province est en train de changer complètement, avec bien évidemment l'installation de beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'amour pour cette province et qui attendent de se placer, se faire une petite place. Il y a tellement de choses que j'ai entendues par rapport à la motivation de chacun et chacune, de pouvoir, je veux dire, les raisons par lesquelles tout le monde veut faire une différence dans leur communauté. There's just so much to be done. There's just so many things that we have to, make better. I heard of racism and Islamophobia, the stories that we heard from, the elected late Muslim lady in St. John. We have homelessness that we're talking about, they're seeing in our communities, poverty, food security, mental health. We have drug addiction and so much that needs to be addressed in a context that New Brunswickers will have to do, where I think probably a little bit differently in order to do things differently. We cannot expect of the decisions and the solutions that have served back in the 90s that New Brunswickers are still nostalgic to serve the 21st century based on the problems and challenges that are ahead of us. So from political parties, could be at municipal, at the provincial or the federal level, or at the municipal level where you actually just present it yourself, there's so much to be done in terms of paving the road for those that want to be at the seats. But at the end of the day, I heard so much about contribution to the community. Because when you put your name on the ballot, it's for me, it's not how you look or what kind of religion you're following or kind of faith you have. It's just what have you been done to serve the people of that community, and would they place their trust on you or not? Like basically when I started my journey as a political candidate in Dieppe back in 2016, some perception was associated to the fact that I was not born in Dieppe, that I was called Lacoste, and I only moved to Dieppe 6 months before the vote, but I had no chance to ever get elected. And those same people that had those doubts were probably saying that you probably have higher chances to get in just because you have so much in your heart that you want to give. And that's what the people are sensing. When I knocked on 3,500 doors, it wasn't about how I looked or my curly hair, or about what kind of faith I was pursuing. I was just sharing my love for what I wanted to get done for the community. I wanted to attract and immigrants and retain them in the province. I wanted to help international students. I wanted to provide opportunities for youth so they can be able to achieve their full potential right here in town without having to go to Montreal or Toronto to get that dream true. I wanted to start businesses. I wanted to help businesses establish. I wanted to promote our own cultures, the fact that we have different cultures, and that's a beauty for the province. I wanted to bring arts. I wanted to, and different arts to Place Saint-Cat. And I did by bringing, that festival to Dieppe. That's what I wanted to share with the community, and they responded well. In fact, when I lost the election by 100 votes, and I'm proud because, there are prominent people that made it later on in their careers. I can think of Brian Gallant, who lost the first election. I can think of Bernard Lourdes, who lost the first election. I can think of Dominique LeBlanc back in '97, who lost his first election against, if I'm not mistaken, Angela Vautour as NDP candidate, and probably Jean Chrétien and many others, right, who lost their first elections. And it's a cool thing that I have that in common with them, just because we have so much passion. We're not
like Roger, who won every single one of them. Good, good for you. But just what I'm trying to get at is you have so much in your heart, and then you go out there and you make good things and you make mistakes and you learn from the process and you get back in the ring and you adjust. David, Roger, later on, Dominic Carty, who lost a few, and they got back in the race because what matters is when they had in their heart, what they wanted to contribute, the kind of conversations they wanted to be part of, and the kind of change they wanted to drive for their communities. So there's so much, as president of the council, I will tell you that yes, as a province, we need to do a little bit much more when it comes to driving, you know, the agenda of diversity, making sure that on commissions and on boards, on certain things that the government, I would say, owns the decision, that we are making that process diverse enough, because those are nominations. But when it comes to the political sphere, that's within the hands of the public, the citizen, deciding that this person earns my trust because XYZ, and this person should probably wait until the next time because I probably don't know much about them, or there's still a few questions that needs to be answered. So from my own perspective is, when it comes to running for politics, is a complex subject, but you know what? If like Kasim said, he's been in the province for 21 years, 20 of them has been mostly contributing in any capacity he can to the beauty of his province and his community. We heard from Mrs. Radwan that she's been thinking about it for 15 years, and her commitment to her community is unconditional, because 9 of those, she has been assistant to city council every single probably Monday. And she made that commitment because she wanted to know what's going on, so she contributed to that dialogue. And we heard so many of the stories, could be entrepreneurship or else, that people wanted to give, probably they weren't so lucky the first time or even the second, but just keep at it and pursue. And you know what? At some point, it went along. Et la politique, c'est juste une question de temps. Il faut juste mettre son temps, puis par la suite, laisser le citoyen décider pour le reste. Merci. Merci beaucoup, mon Stéphane. As you said, the most important thing is to never give up. Thank you. So now we'll move to Leila. Et vous, Leila, qu'est-ce que la recherche nous démontre en ce qui concerne la diversité dans la sphère politique au Nouveau-Brunswick? Je sais que Nadine attend depuis tantôt la réponse de ça, puis j'ai hâte de connaître la réponse aussi. Bon. Est-ce que les premières historiques dont nous avons été témoins aux élections du gouvernement locaux indiquent que les valeurs de la cohésion sociale gagnent du terrain au Nouveau-Brunswick? Bon, pour la première question, je vais vous décevoir un peu quand même, parce que il n'y a pas de recherche encore systématique sur la diversité en politique, même au Nouveau-Brunswick. Mais par contre, le Nouveau-Brunswick est à la croisée des chemins. On est en 2021, donc moment historique où on a vu l'élection du premier maire, par exemple, de la ville de Shippagan, du premier maire même du Nouveau-Brunswick. Donc ça, c'est historique. Et puis, ce qui me plaît dans cette élection, c'est que ça s'est déroulé dans une communauté très homogène, une communauté blanche, acadienne, très homogène. Donc, on est à la croisée des chemins. Mais sauf que, on peut quand même apprendre, on peut apprendre des autres. C'est-à-dire que la diversité, comme l'a dit Paulin tout à l'heure, c'est un concept qui maintenant est assez mature et même vieillissant, je dirais, parce que regardons ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, en France, etc. La diversité, ça fait longtemps que c'était devenu un enjeu. Ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, moi, je vais juste aller à certaines considérations. Donc, premièrement, quand on parle de diversité en politique, c'est que l'absence de diversité pose un problème démocratique déjà. Pourquoi? Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement une histoire de suffrage universel. Tu as tant de voix, donc c'est toi qui as gagné parce que tu as le plus de voix. Je rappelle que Hitler a été élu démocratiquement. Est-ce qu'on peut dire que son régime est démocratique? Donald Trump, qui a été une menace à la démocratie, comme nous tous nous le savons, il a été élu démocratiquement aussi, il y a 4 ans. Et donc, quand on parle de diversité et d'absence de la diversité, ça pose un problème de représentativité de nos institutions. C'est ça l'enjeu, en fait, parce que est-ce que les diverses catégories sociales, tous les citoyens du Nouveau-Brunswick, qu'ils soient noirs, blancs, autochtones,
se reconnaissent dans nos institutions. Parce que quand on parle de cohésion sociale, un des facteurs de la cohésion sociale, c'est quoi finalement? C'est que les gens se reconnaissent en leurs institutions et qu'ils aient confiance en ces institutions-là. Mais est-ce que si personne, par exemple, si aucun noir n'est représenté dans les institutions, si aucun autochtone n'est représenté au sein des institutions, est-ce que dans ce cas, les communautés autochtones ou noires ou arabes vont s'identifier à ces institutions-là et vont placer leur confiance en ces institutions? Donc finalement, c'est sûr que ça devient un enjeu aussi, non pas seulement de démocratie, mais aussi de cohésion sociale. Alors, ça, c'est les premières considérations que je voulais faire. Autre chose aussi que je voulais dire, c'est qu'effectivement, l'élection de candidats issus de la diversité, ça vous provoquait un effet boule de neige au Nouveau-Brunswick. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communautés quand même sont assez prêtes pour élire des membres de la diversité. Ne serait-ce qu'au niveau municipal, hein, j'entends au niveau municipal, parce qu'il faut distinguer les différents niveaux. Hein. Au niveau municipal, il n'y a pas de parti politique. Ce sont des citoyens qui se mobilisent, qui vont à l'aventure et puis qui se font élire. Donc ça montre quoi? Ça montre que c'est encourageant de constater quand même que nos communautés sont assez prêtes pour ça. Mais quand on regarde au niveau surtout provincial et fédéral, néo-brunswickois, mais ici, ce qui se passe, c'est que la diversité est encore faiblement représentée. Faiblement représentée, ça, il n'y a pas de doute là-dessus parce qu'on est en 2021 et on considère encore que c'est historique qu'un maire noir soit élu, sachant que les Noirs sont présents au Nouveau-Brunswick bien avant même la naissance de la province, parce que les premiers Noirs, ils arrivent avec les loyalistes. Les premiers réfugiés noirs arrivent avec les loyalistes. Donc, ça veut dire qu'ils sont présents autour de Saint-Jean depuis plus de 400 ans. Et c'est maintenant seulement qu'on parle de l'élection d'un maire noir au Nouveau-Brunswick. Donc, vous voyez que la représentation, elle était quasi inexistante, elle est faible pour le moment, mais quand même, c'est encourageant, la dynamique est encourageante. Donc, pourquoi il y a cette faible représentation-là? Ça, je voudrais quand même qu'on en parle rapidement. C'est que les minorités visibles en général n'ont pas de circonscription qui leur sont propres. Pas comme les Acadiens, par exemple, qui ont des circonscriptions. Ce n'est pas pour rien que les Acadiens, surtout de la Nouvelle-Écosse, se battent bec et ongle pour avoir leur circonscription. Ça, c'est pour ne pas être noyés dans la masse. Or, les minorités visibles, quand ils arrivent, ils n'habitent pas forcément de manière concentrée dans les lieux géographiques. Donc, ils n'ont pas de circonscription garantie. Donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, et souvent, ils ont du mal à avoir leurs représentants. Autre chose aussi, et j'en profite avec ce facteur-là pour répondre à la question de Nadine, c'est que la question posée à Kim et à Blanco, Gianni, hein, c'est ça? La question les questions du genre, ouais, mais vous êtes une femme, vous avez des enfants, comment allez-vous faire si vous êtes élu? Mais cette question-là aussi, souvent, elle est sous-jacente quand il s'agit des Noirs ou des Arabes, etc. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que leur identité de femme ou leur identité raciale a tendance à manger pratiquement les autres aspects de leur identité. Parce que quand on parle de l'identité, c'est quelque chose de très complexe. Et donc, au lieu de s'intéresser aux idées de Gianni ou de Kim, on va essayer de s'intéresser à leur identité en essayant de les challenger en quelque sorte, de leur dire, et de leur demander plutôt, mais comment allez-vous faire finalement si vous êtes élu? Ou bien, si vous êtes noir, on ne va pas vous poser la question de manière directe, si vous êtes un homme noir, mais on va quand même se demander, mais est-ce qu'il sera compétent pour le poste? Alors, ça, c'est le deuxième facteur qui fait que la représentation des minorités visibles est assez faible. Et après, il y a la mathématique électorale. Souvent, les partis avant-gardistes sont des tiers partis. Ce n'est pas le parti conservateur, ce n'est pas le parti libéral. Ce sont des partis comme le Parti vert, par exemple. Mais il y a la mathématique électorale qui veut que souvent, il y a beaucoup d'électeurs qui, à la dernière minute, décident de voter pour un des deux partis, soit conservateur, soit libéral, en se disant, mais si je vote pour les Verts, je risque de gaspiller mon vote. De toute façon, ils n'auront jamais assez de députés au Parlement pour pouvoir, ou à l'Assemblée législative pour pouvoir prendre le pouvoir, même si on est des sympathisants. Donc ça aussi, il y a cette mathématique électorale-là qui fait que souvent, il y a une difficulté de représentation des minorités visibles qui se représentent aux élections pour les Verts ou d'autres petits partis. Alors, autre chose aussi qui est commun, qui est assez universel, c'est que les partis politiques aussi ont peur de perdre certaines circonscriptions. Ça, c'est ce que disait René tout à l'heure. Donc, quand ils ont peur de perdre certaines circonscriptions, ils ont tendance à mettre en place ou à se faire représenter par des candidats qui sont des candidats poteaux, comme on dit. Donc, ils ne vont jamais
jamais gagné. Alors, je vais quand même vous décevoir un peu, temporiser les ardeurs, tout ça c'est historique. Mais par contre, il y a des limites à la représentation de la diversité. J'aimerais vous parler de ça pour finir. Les limites, c'est assez bien connu. Les États-Unis, prenons le cas des États-Unis. Il y a combien de maires noirs aux États-Unis? Il y en a des milliers de maires noirs aux États-Unis. Les Noirs sont représentés dans toutes les sphères, tous les niveaux de décision politique aux États-Unis. Mais est-ce qu'on peut dire que les Noirs ont assez de pouvoir? Est-ce que ces gens qui sont élus, qui sont noirs, est-ce que finalement, ils ont le point de vue minoritaire, c'est-à-dire le point de vue de leur communauté? Alors, ce qui arrive, c'est que l'expérience a montré, alors je donne l'exemple rapidement avant de l'oublier, n'oubliez pas que Black Lives Matter est né sous quelle présidence? Sous la présidence de qui? De Barack Obama, on est d'accord, avec des milliers de maires noirs qui étaient là, des sénateurs noirs. Mais les Noirs ont senti, surtout les jeunes, ont senti que leurs élus ne les représentaient pas finalement tant que ça. Donc, vous voyez, ça, c'est une des limites à la représentation de la diversité. C'est-à-dire que les gens peuvent élire des candidats de la diversité, mais finalement, ils se rendent compte que ces hommes politiques qui ont été élus, souvent, ils sont obligés de rentrer dans la machine politique. C'est-à-dire que quand tu rentres dans les sphères du pouvoir, ce qui arrive, c'est que tu es obligé de jouer le jeu de la politique. Par exemple, un maire noir, pour se faire réélire souvent, dans une circonscription majoritairement blanche, ou plus ou moins égal, noir et blanc, ben, il a besoin d'argent, il a besoin de soutien. Mais qui a l'argent, qui a les entreprises, souvent, sont les blancs. Et donc, il est obligé de faire des compromis. Et ces compromis-là, souvent, n'arrangent pas les Noirs qui sont mobilisés pour les lire. Donc, ça, c'est une des limites. Autre limite aussi, c'est que parfois, la représentation des Noirs, de la diversité, en fait, les gens qui sont issus de la diversité, quand ils élisent souvent leur candidat, mais ce qui arrive, c'est que parfois, il arrive que ça renforce les préjugés. Mais je vais vous citer le cas de la Colombie. La Colombie, ils ont une population noire qui est là et ils ont décidé que ouais, les Noirs ont besoin d'être représentés au Parlement. Mais ce qui arrive, c'est que vous savez qui a été élu au Parlement, ce sont 2 joueurs professionnels de soccer colombiens qui ont été élus, qui ne connaissent rien à la politique et donc qui ne pouvaient même pas défendre les Noirs qu'ils sont censés défendre. Est-ce que vous voyez? Et autre limite aussi, c'est qu'il faut éviter que la diversité en politique ne devienne qu'un pur produit marketing. C'est-à-dire que les partis politiques, comme l'a dit René, je crois, s'en servent comme ça de temps en autre et se donnent l'image de la diversité, mais sachant que cette image de la diversité qu'ils veulent donner au public n'est pas inscrite dans leur ADN ni dans leurs valeurs. Mais ça, je peux donner l'exemple de l'UMP de Sarkozy. Il y avait Rachida Dati, il y avait aussi Ramayad à l'époque, mais c'était des candidats de pur produit marketing, c'est-à-dire des candidats de pur produit marketing, c'est-à-dire que ce n'est pas un parti politique qui luttait contre le racisme. C'est un parti politique, au contraire, où beaucoup de franges de l'UMP étaient issues de la droite identitaire, donc anti-immigrants, anti-islam, anti-noir même, je dirais. Et donc, finalement, il y avait des candidats de la diversité qui étaient là, des candidates même, des femmes, 2 femmes, mais ça n'a pas contribué à l'avancement des minorités ni à la lutte contre les discriminations raciales quand ce parti-là a été au pouvoir en France. Donc ça, ce sont des limites de la diversité quand même que j'aimerais mettre de l'avant pour vous dire, mais attention, si vous êtes élu un jour, René, Paulin, Monsef, voilà les pièges qu'il faudra peut-être éviter pour mieux représenter la diversité que vous êtes censé représenter. On est là pour changer les choses. Merci beaucoup, Leila. Okay, so now that we've heard from our candidates, our 2 subject matter experts on the topic today, thank you so much, Leila, Monsef, all candidates remaining today. We will turn it over to hear from our provincial leaders, our provincial party leaders, David Kuhn, Roger Melançon, and Minister Cardy, who just joined us a little while ago. Welcome. So the question we have for you is as follows. What has your party put in place to encourage people from visible minorities to run as candidates? And how do you see implementing improvements in the future? Donc, les améliorations pour le futur, we're going to start with Monsieur Roger Melançon.
I'm going to remind you, we're now at 15 minutes left in our dialogue, so we will really need to be 5 minutes for each party leader. Monsieur Mélenchon. D'abord, merci Nadine et merci de cette belle initiative. I think you've mentioned a few times along this dialogue that this is the first conversation. It's a beginning of a conversation, and I have to admit that I'm really happy to be part of this conversation. Je dois aussi souligner que lorsque j'écoutais les différents témoignages, j'ai beaucoup pris de plusieurs notes. Alors, j'ai 5-6 pages ici de notes. Alors, merci pour vos témoignages qui vont certainement nous permettre de prendre action dans le futur. Mais nous, au niveau du Parti libéral, c'est sûr qu'il faut le reconnaître, on est un parti qui est peut-être défini comme un parti traditionnel, un des deux partis qui est là depuis plusieurs années. Et lorsqu'on est un parti traditionnel, je vais être honnête, ça crée des défis, mais des défis pour moi, ça devient des opportunités. Our party is obviously, like some would say, a traditional party, and there's many things that has been accomplished over the years by our party, but certainly it is an opportunity, like somebody mentioned, I think it's Professor who said, New Brunswick is at a crossroad. Our party is also at a crossroad. When it comes to diversity and inclusiveness and putting party policies to encourage more people from different ethnic groups and groups to be involved in our movement. Mais j'aimerais souligner quelques éléments, Nadine, si tu me le permets, historiquement. C'est quand même le Parti libéral qui, en 1919, avec le premier ministre Foster, qui a permis aux femmes d'avoir un droit de vote. C'est quand même en 1963, le premier ministre Louis-J. Robichaud qui a permis aux communautés des Premières Nations d'avoir un droit de vote. Il y a certainement beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé par notre mouvement politique, mais je crois que c'est plus important, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, et puis nous, au niveau de notre mouvement politique, c'est de faire un renouvellement et d'avoir une réflexion de comment améliorer, quelles sont les initiatives, les actions que nous pouvons prendre pour être beaucoup plus inclusifs. Moi, je veux féliciter quand même ceux et celles qui se sont présentés en politique municipale et évidemment au niveau provincial. So those who got elected, congratulations. And what I learned from this is that don't stop trying. Everything always evolves, and in this particular situations, things are evolving in New Brunswick. We see more and more women getting involved in politics. We see more and more people from different culture getting involved in politics. But the one thing that I do want to mention is getting involved in politics is one thing, but also getting involved in your community will have it that it will make a significant change and contribution for our society to keep evolving. Il y a quelques points que j'ai soulignés et que je voulais aussi souligner parce que ça a été discuté et mentionné. Je pense que fondamentalement, il faut inclure davantage de notre système scolaire tout qu'un élément au curriculum pour la diversité. Je pense que nos enseignantes et enseignantes font du travail exceptionnel, mais à l'intérieur du curriculum, il faut davantage miser à éduquer, informer la génération qui est aux études des avantages et des bénéfices d'avoir une société beaucoup plus diversifiée. The other thing that I want to mention is us at the Liberal Party, we've always been very much supportive in wanting to receive new Canadians. We've seen that in the past, and we know that it's so critical. But I want to mention that wanting to see more new Canadians is going to be beyond just an economic development issue. And seeing people coming to New Brunswick to fill some of the jobs that are vacant. It's much more than that.
Et si on veut réellement diversifier nos pensées, élargir nos horizons et de voir à ce que on continue à évoluer, il faut ouvrir nos portes davantage à la diversité culturelle et que ce soit des gens qui vont venir participer à nous aider à évoluer. Je pense que René a mentionné quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il parle aussi d'une intégration bidirectionnelle. Oui, les gouvernements doivent en faire plus. Oui, les institutions politiques, les partis politiques doivent en faire davantage. Et oui, il faut le faire en étant à l'écoute et bien comprendre quelles sont les barrières qui existent. Mais aussi, comme que je vois ceux et celles qui se lancent en politique municipale ou provinciale ou même fédérale, et ceux et celles qui s'impliquent dans la communauté, il faut aussi que vous continuez à jouer votre rôle pour davantage nous sensibiliser, nous, les gens qui sont d'origine néo-brunswickoise, pour qu'on puisse continuer à évoluer. Je termine en disant ceci. Moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie personnelle, professionnelle, de voyager beaucoup, partout dans le monde. Et je pense que ça fait en sorte que ça nous permet de s'éduquer davantage des différentes cultures, des différentes bénéfices et avantages d'être diversifié comme société, comme communauté. Et moi, j'ai toujours eu un rêve. Et je sais que ce n'est pas possible, ce rêve-là. Mais j'aimerais être capable de permettre à tous les gens du Nouveau-Brunswick de faire au moins un voyage à l'international et de vraiment d'aller vivre les différentes cultures qui existent dans le monde et qui pourraient davantage apprécier ce que ça apporte, ce que ça apporte comme bénéfice d'être diversifié dans nos pensées, dans nos manières de vivre, dans nos activités économiques, de tout ce qui vient autour d'une société beaucoup plus diversifiée culturellement. Donc, ce que je dis, c'est qu'on ne pourra jamais permettre payer un voyage à tout le monde de voyager à l'international, mais ce qu'on peut permettre, c'est de voir, vous, les nouveaux arrivants, de venir chez nous et de nous permettre de vivre vos cultures. Et vos témoignages aujourd'hui, les témoignages que vous faites dans vos communautés ou dans votre regroupement associatif, lâchez pas, continuez. Parce que je crois qu'on voit une évolution qui est importante au Nouveau-Brunswick. On l'a vu aux élections municipales et on le voit dans d'autres activités communautaires et je suis convaincu qu'on va le voir au niveau de la politique provinciale et même canadienne ici au Nouveau-Brunswick. Donc, merci Nadine pour cette occasion. Je suis extrêmement encouragé d'écouter les paroles et je vais continuer à être à l'écoute puis de voir comment notre mouvement politique peut évoluer et d'ouvrir ses horizons et d'accepter davantage ou de permettre davantage aux gens de participer à la politique provinciale. Merci. Merci beaucoup, Roger. Et puis vraiment, le crédit ne nous revient pas du tout. C'est vraiment René Efestion qui a voulu avoir ce dialogue. Et puis nous, on n'a fait que mettre les ressources en avant. Oui, mais Nadine, sans toi, sans ton organisation, ça n'aurait pas été possible. On travaille ensemble, nous amplifions les voix. Donc, merci pour ce témoignage-là. I do want to acknowledge that David Kuhn had to leave us. It's la journée de circonscription. It's he has to meet with his people in his riding. He was in attendance for quite some time, and I'm so sorry that we missed enabling him to speak. So, David, I want to publicly, apologize, extend my apologies for this. We will definitely circle back and make sure that you're part of this ongoing discussion that we have. Alors, on se tourne maintenant par Ministre Cardy pour vous entendre sur la question. Est-ce que vous voulez que je la répète? Non, merci Nadine, je pense que je l'ai entendu. Merci à l'équipe de dialogue, comme toujours, pour arranger la rencontre. Je m'excuse que je ne peux pas être ici pour tout le temps. Comme tu as mentionné au contexte de David, c'est une journée de circonscription, mais je suis heureux d'être ici et je vais parler rapidement parce que je sais que le temps se presse. Sur la question de comment, qu'est-ce que mon parti a fait pour ouvrir ses portes, je vais discuter un peu en anglais parce que je suis plus familier avec les mots spécialisés. We introduced a gender-based analysis plus model to look at our candidate recruitment process and to look at our internal party operations.
And so for those of you not familiar with GBA+, it's not just looking at now gender, it's about recognizing that if you're going to have a genuinely intersectional approach to analyzing problems, then making a conscious effort to run through every single decision that you make through that lens can really help. And so inside the party and here inside my department and across the government for the budget process, that's the way that we've run things. And that it had an immediately positive effect. I think it contributed to the PC caucus being elected with the largest number of women in New Brunswick history in the election last year. Because I think that's and I'm going to sort of step back a bit now for the rest of my comments. As someone who used to work in political party development internationally. So I had the chance to work with, I don't know how many dozens of parties in countries from Afghanistan to South Sudan and lots of places in between over the years. And one of the big things I noticed is that the parties that did a good job of encouraging diversity were the ones that put the hard work into the internal party processes, rather than the occasional splashy announcement about a certain candidate from a visible minority community or an impressive woman who was standing up. And trying in many ways actually to make that just be what we would expect of ourselves as a party, that should be the norm. And I think that links back though to something that Roger said, that one of the biggest problems we have in most Western democracies is that we've for a long time now treated politics as though it's kind of a dirty word, especially party politics. So we have our civics programs and citizenship programs and so on that, and even programs talking about cultural diversity, because Roger, there's the programs about diversity. We've got them in our schools. We need to strengthen them. And I hope that I'll take from your comments that I might get your support for our strengthened civics curriculum, because I don't think that's going to be something that we would disagree with on a partisan level. But one of the problems we have in New Brunswick is that we actually don't allow political parties and the school system to touch each other, because we view parties, for a lot of historical reasons, some good, some bad, as being kind of bad, opportunities for corruption, for influence. And instead of trying to push ourselves to make politics be something we can all be proud of, we've sort of accepted that, well, no, in the school system, you can have every other sort of group. You can have groups, you can have ally groups for the LGBTQ+ community, you can have multicultural groups representing different national backgrounds. But when it comes to the people who will actually take all of those values and turn them into things that will change our laws, we don't allow parties to even have a presence in our schools. They're literally not allowed. And the consequence of that is that new Canadians, people who've been traditionally excluded from politics because of where they're from in the province or their family background or their class background, they get excluded. And the people who know about politics are the people who Roger and I hang out with, because we're up to our ears in it. And so the people we talk to are going to hear about it all the time. And we can tell people, hey, do you want to run? It's actually not that hard. Here's the process. But for nearly everyone else, because we make it seem like this thing that's kind of scary and other, it ends up by really limiting the number of people who learn about politics when they're younger. So unless you're already connected to someone who is a Liberal or a PC or a Green or NDP or anyone else, you're just not likely to hear about those messages. So I think that one of the things that we have to do in education is to, within reasons, we also don't want to see schools turned into places where you can just go and recruit foot soldiers for an election, obviously. But there's no reason not to allow political parties, under the same rules that other groups operate, to be able to work in schools, to be able to attract people, and to talk about what political parties mean. So the longer we treat parties as bad things, the more parties are likely to be bad things, and the more likely they're to be there to stay as the preserve for people who are part of the traditional power structure in our province, which here is middle-aged white guys. I worked in lots of other countries where it would be based on the ethnic background in a multicultural country of people from one particular community. You could recognize people's names as being members of the political class and knew that lots of other people based on their names were excluded from it. So that, to my mind, is the way that we have to do things. We have to look more consciously inside political parties to revise and constantly examine the way that we handle problems relating to including new voices. And in the school system, we have to consciously come up with policies that allow for people to connect to political parties and basically stop the words political parties from being dirty words, because otherwise we're just going to make it harder for new people to get involved in the process. Merci beaucoup, et je pense que ça a répondu un peu aux questions. Merci beaucoup, Ministre Hardy.
Kenza, it looks like we won't have time to go to Q&A because we're right on time. No, we won't, but it was an amazing dialogue. That was awesome, and I can't wait to have more from those dialogues. Super, ça veut dire que tu vas continuer à co-animer avec moi parce que tu te rappelles cette première discussion, là, donc on va continuer ensemble. C'est super. Mais alors, merci vraiment à tout le monde. Donc, encore une fois, René et Festion, pour avoir instigé la conversation et avoir pensé à nous. Je me sens honorée et privilégiée que tu t'es tournée vers Dialogue Nouveau-Brunswick pour qu'on puisse t'appuyer dans cette démarche d'entretenir cet important dialogue. On va poursuivre la discussion. Je souligne encore une fois nos panélistes, donc, qui ont dû nous quitter pour plusieurs raisons, mais quand même, je les répète, Monsef Lacoisse, Léla Salle, Kim Chamberlain, Paulin Blaise, Diani Blanco, Kassim Doumbia, Paula Radwan, Joanna Killen, Roger Melançon, évidemment, David Kuhn qui est avec nous, et Kenza Benouna qui a été absolument fantastique comme co-animatrice. Comme toujours, je désire souligner l'apport de la traduction. Merci beaucoup Yolande Chiasson pour tout ton travail en arrière-plan. Thank you to the Dialogue New Brunswick team who's in the background and doing amazing work from a technical support. This was a day of technical challenges and I am so sorry about that. I can't explain it. It just happened. And I invite you to follow the dialogue on Facebook. It has been recorded and so you can view it again. You can catch up if you've missed the beginning, comment, and an invitation perhaps to continue this dialogue perhaps at the end of the summer. René, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis ouvert à tout. Si les gens veulent discuter et faire avancer le débat là-dessus, sur la diversité, je serais ravi de recommencer à la fin de l'été, oui. OK. Et puis, peut-être ça nous permettra de voir où sont rendus justement nos élus et autant dans les candidats qui ont gagné aux élections municipales, mais aussi M. Melançon, M. Minescardi, M. Kuhn, juste voir qu'est-ce qui se passe au niveau des partis et comment peut-on les aider, les appuyer. Et je tiens à remercier une dernière fois tous les participants. Je vous ai contacté ou j'ai contacté vos équipes un à un et j'ai vraiment reçu un accueil formidable. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est vraiment un sujet vraiment important qui me tient à cœur pour la cohésion sociale au Nouveau-Brunswick. Je remercie Roger Melançon, Dominique Cardi, David Kuhn, je remercie Paulin, Diani, tout le monde. Et vraiment, j'espère vous revoir d'ici à la fin de l'été pour qu'on continue le dialogue, pour voir où on peut aller, où ça nous mène. On a planté une première graine avec ce dialogue. J'espère qu'on pourra en semer bien d'autres et puis voir quelque chose pousser justement de nos différentes initiatives. Super. So on this, everyone, have a great afternoon and looking forward to a continued dialogue. Bye-bye. Bye. Au revoir. Merci. Bye-bye. Merci.